7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. Eh bien, l'invité du matin, il est face à moi, c'est le patron de Connaissance des Arts, Guy Boyer. Ce Rembrandt intime est une exposition qui est en ce moment donc au musée Jacques-Marandré. On sait que Rembrandt, c'est l'homme qui a révolutionné le portrait, qu'il a une vie d'homme célèbre et qu'il a fini dans la misère la plus totale, d'où le côté, comment peut-on dire, saisissant des portraits, car il s'est consacré une centaine d'autoportraits. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on se précipite en sortant du studio pour aller voir cette exposition? Alors, le vernissage est aujourd'hui, donc nous sommes tous sur les starting blocks. Tout ce que l'on a vu pour l'instant, et la liste d'œuvres le prouve, c'est que c'est un Rembrandt intime. Le choix de l'exposition est plus pointu qu'un Rembrandt généraliste. Donc, n'essayez pas d'aller voir la Ronde de nuit. Il faut quand même continuer à aller à Amsterdam pour voir cette immense toile. Ici, à Paris, ce sont plutôt des tableaux de petit format, centrés autour de 3 tableaux que le musée Jacques-Marandré possède et qui correspondent à 3 périodes de la vie de Rembrandt. Donc, il y a ces fameux autoportraits, pas les autoportraits de la fin que l'on connaît empâtés et complètement saisissants quand on les regarde, mais des portraits peut-être un peu plus traditionnels et surtout donc des petits formats, soit de dévotion privée, soit des tableaux montrant cette Hollande du XVIIe siècle et surtout on reconnaît bien cette patte très émouvante de Rembrandt et tous les jeux de lumière. Et l'un des moments intéressants de l'exposition, il y a par exemple une confrontation de 2 tableaux. Un tableau qui appartenait au Jacques-Marandré, qui représente les pèlerins d'Emmaüs, dans une période assez précoce, on va dire, dans l'œuvre de Rembrandt, avec des jeux de lumière, 2 jeux directionnels de lumière, et surtout, on a fait venir du Louvre la majestueuse composition de ces pèlerins d'Emmaüs, où de la tête du Christ semble irradier comme ça une lumière intérieure qui va saisir bien sûr les pèlerins d'Emmaüs. Voilà, c'est mon côté vieux professeur, 1606-1669, Rembrandt donc, qui fut célèbre à son époque et qui mourut donc dans la misère la plus totale. La collection Tchoukine, donc, puisqu'il s'agit des grandes expositions de l'automne, qui arrive donc à la Fondation LVMH, c'est un événement absolu. Absolu. 22 octobre, donc ce n'est pas encore, on a un petit peu de temps pour s'y préparer. Oui, mais il faut prendre les billets. Mais il faut prendre les billets à l'avance, vous avez raison, parce que c'est une exposition qui est de toute façon prévue pour être un immense succès. Le pitch, pour faire rapide, Tchoukine et Morozov, 2 grands collectionneurs industriels russes qui ont l'idée géniale d'acheter de l'art contemporain dans cette Russie pré-révolutionnaire, et ils vont rafler tout ce qu'il y a de plus beau à Paris, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils viennent chez les meilleurs marchands, et ils achètent, mais tout. Les Gauguin, les Picasso, les Braque, les Matisse, très importants, et surtout ils vont commander des œuvres pour leurs hôtels particuliers qui sont à Moscou. Et puis 17 arrive, la révolution russe, les biens sont saisis, et les 2 collections, et Tchoukine et Morozov, sont partagées entre les 2 villes opposées, Moscou d'un côté et Leningrad de l'autre. Donc ça veut dire que depuis 1917, on n'a jamais vu la collection de Tchoukine dans son intégralité, puisqu'elle a été partagée en 2. Et cette fois-ci, la prouesse de la Fondation Vuitton est de réunir les plus beaux tableaux de tous ces grands maîtres de l'art moderne, dont des Gauguin à perdre la raison, qui sont réunis pour une fois. Il y en a un qui s'appelle Thé Jaloux, qui est absolument extraordinaire, sur un sable rose. Oui, ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent ce matin et qui vont réserver les billets, c'est que, d'une certaine manière, cette collection, c'est une sorte de musée d'Orsay 2, qui a tellement de chefs-d'œuvre que c'est presque l'équivalent de notre magnifique musée. Dernier point, dernière grande exposition, l'exposition Magritte, personnage inouï, que ce surréaliste belge qui nous a quittés au milieu des années 60, donc très longue carrière. Alors là aussi, c'est une exposition avec un angle un peu particulier, qui est d'essayer de montrer que René Magritte est d'abord un inventeur d'images, n'est pas un peintre. Moi, je me tue à répéter systématiquement ça. C'est pour ça que Magritte a tant de succès avec des posters, des reproductions, des affiches. C'est qu'il est capable d'inventer une image à partir du réel. Et l'exposition veut aller encore plus loin que cette vision d'un faiseur d'images. C'est d'expliquer la démarche quasiment conceptuelle de Magritte. Et donc de la rattacher à la modernité, à l'art contemporain, et de montrer que Magritte est vraiment le père de tous, en ce sens de la création d'images qui fait réfléchir à la représentation. Merci beaucoup. Je vais vous citer une petite phrase, de mémoire de Magritte. Il y a un célèbre critique qui considérait que Magritte n'avait strictement aucun intérêt. Et il lui a répondu par une lettre très Magritte, c'est-à-dire un homme avec une cravate. Il paraît, monsieur, que vous êtes une effroyable merde infréquentable. Je n'ose le croire. Croyez à l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. C'est l'humour de nos amis belges. Il est 7h54.